مانيش باش نحكي على الطبيب المتهم، باش نحكي على الطبيب المحكوم عليه. معناتها نهار قاعد في الدار وجاتني جواب مسوكر، مشيت هديت وقال لي عندك حاجه باش تجبدها من محكمه الناحيه. مشيت لمحكمه الناحيه نلقى روحي محكوم عليها عام حبس في قضيه نتاع قتل عن غير قصد، معناتها غيابيا ما كنتش نعلم بها، وعلمت بها على خاطر الجواب هذاك اللي جاني هي فما صار ابل من الافوكا نتاع اللي توفى، خاطر ظهر الحكم ماهوش كافي، الحكم عليه عام حبس و5000 دينار خطيه، وهو حب يكون اكثر. وقت دخلت في يلزمني نمشي مش نقدم روحي، مش نقول له هذاك الحكم حتى صار غيابيا وتعاود من الاول جديد، والحكايه اطول من هكاك لخاطر هي مشات للابيل، لقيت روحي ويلزمك لخاطر في وقت نبداو نحكيو بينال لازمكم تعلموا اللي راكم يلزمكم تكونوا حاضرين، كل ما تصير جلسه لازم تكون حاضر. لقيت روحي نمشي للابيل، مش نقول لهم راهي القضيه توا نسمعوا فيها باش ترجع للابتدائي ونمشي للابتدائي، معناتها عديت يمكن عام ونص ما بين ابتدائي ابال وبعد الابال الحقاني والكل. حاسين مش نطولهاش عليكم، كي مشيت للابتدائي عرضوا حكم علي 6 شهور حبس و2000 دينار. عملت ابال والنائب حق العام زاد هو عمل ابال ومشيت للابال وفات، ونائب حق العام مشى للتعقيب لخاطر انا خرجت عدم سماع الدعوه، وعاود مشى للتعقيب ووقفت التعقيب. حسيت من وقتها قعدت نتبع في اللي صار لي ليا وزملائي والكل، وخرجت هكاك بكلكو ريفليكسيون بحكم je n'ai aucune expertise juridique, mais je suis expert en gestion de risque en milieu de soins. Je suis président de la Société tunisienne de gestion des risques et je suis médecin anesthésiste bien sûr. Donc le دي تبعت اللي صار لي ليا وتبعت اللي صار لزملائي، وخممت حاجتين الواحد يصير لنا وشنو اللي كيفاش نجموا نتفاداوه. هذا اللي حبيت نقدمه لكم اليوم. Alors, quand on compare le médecin d'hier et le médecin d'aujourd'hui, on est mieux formé scientifiquement et techniquement. On est plus interventionnel. Et qui dit plus interventionnel, on risque plus d'avoir des complications. Les normes éthiques étant beaucoup plus strictes. Et il y a aussi une pression économique. Je vais en parler tout à l'heure. Les gens payent de leur propre poche, et ça, le fait qu'ils payent, qu'il n'y ait pas suffisamment d'assurance en Tunisie, malheureusement la Caisse nationale de sécurité sociale, le CNAM, ne prend pas suffisamment en charge. Du coup, les gens payent, ils attendent un résultat. Ils n'attendent pas qu'on les soigne uniquement. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on n'est pas formé en communication. Et ça, c'est très important, on le verra tout à l'heure. La relation médecin-patient, hier, c'était facile. C'était une relation verticale autoritaire. Le médecin prend toutes les décisions, diagnostic, traitement, conseil. Le patient, on lui demande de nous informer sur ses symptômes, il suit notre plan thérapeutique et il n'est pas impliqué dans le processus de décision. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, les GIC, le cabinet, il a déjà eu un accès à l'information. Il travaille sur l'internet, il travaille comme médecin généraliste, vous avez telle chose, il est adressé au médecin spécialiste. Avant d'aller chez le médecin spécialiste, déjà il s'est renseigné. Et il a beaucoup d'attentes en matière de soins. Il désire un médecin qui soit à l'écoute. Et donc, il veut être encouragé à poser des questions. Le patient, en discutant avec beaucoup de patients sont frustrés. Et la consultation a été brève. Il n'a pas eu le temps d'avoir toutes les réponses. On est technique. Là, on sait, ça y est, on a trouvé ce qu'on doit lui faire, mais lui, il a besoin de comprendre. Et on ne comprend pas facilement. Il faut lui expliquer clairement le diagnostic et les options de traitement.
il faut être impliqué dans la prise de décision. C'est à lui de choisir, c'est lui qui choisit quel est le traitement. Ce n'est pas à nous de l'obliger à se faire soigner. On n'est pas là pour guérir les gens, on est là pour discuter avec eux et choisir la meilleure option, mais avec leur accord. Il faut respecter ses choix. Alors, d'où vient la notion du consentement éclairé, qui est très importante. Je vais m'arrêter un tout petit peu, même parce que c'est très important de comprendre ce que c'est qu'un consentement éclairé. C'est le processus par lequel un patient donne son autorisation pour un traitement, après avoir reçu des informations complètes sur les risques, les avantages et les alternatives possibles. Pour soigner un patient, il faut déjà qu'il ait compris ce qu'on va lui faire. C'est pour ça, alors que M. le procureur de la République parlait du fils qui a payé, et c'est la mère qui s'est faite soigner. Alors je me demande, est-ce que quelqu'un a eu l'autorisation de cette mère pour se faire soigner? On a eu l'autorisation de la soigner, elle est responsable de son dossier. C'est elle qui a donné l'autorisation. Le fils n'a fait que payer. Payer ne lui donne pas le droit de rentrer dans le soin. Mais le traitement, c'est la mère, c'est la personne, l'adulte qui doit donner son consentement. Il faut que le patient, pour donner son consentement, il faut qu'il ait compris les informations. Et il faut qu'il soit capable, bien sûr, de prendre une décision libre. L'importance du consentement, c'est de protéger les droits du patient et de réduire les risques de litige. Je dis bien réduire les risques de litige, ce n'est pas parce qu'on a expliqué à un patient qu'il y a des complications au cours d'un traitement qu'on est protégé. Le formulaire de consentement est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Dans les établissements de santé, un formulaire qu'on donne aux patients, qui est donné par l'infirmière qui rentre dans la chambre et qui donne un formulaire de consentement au patient pour le signer. Il ne sert à rien, il n'a aucune valeur légale. On n'a pas fait ce qui s'est fait avant. Quand le juge va revenir vers le consentement, il va essayer de voir si le patient a réellement compris. هذا المرة تسمعوا في التلفزيون ولا في الراديو ما قالولناش ما فسرولناش ما عملولناش. Et le consentement doit être obtenu à chaque étape. Au moment où vous allez faire un diagnostic, si vous allez lui faire une coronarographie, il faut lui expliquer quels sont les risques de la coronarographie et pourquoi vous allez la faire. Diagnostic, thérapeutique aussi. À chaque étape, il faut de nouveau obtenir le consentement. Il faut créer un climat de confiance. L'écoute doit être active. Il faut voir quelles sont ses préoccupations. La mode, je dis, c'est de dire qu'est-ce qui est important pour vous. Quand vous allez soigner quelqu'un, demandez-lui pourquoi vous le soignez. Ne pensez pas que la meilleure thérapeutique est la meilleure chose que vous puissiez lui faire. Quand j'ai une patiente, oui, le chirurgien, si j'ai un cancer, je ne veux pas être opéré. Et le chirurgien, c'est un kyste bénin, elle s'est faite opérer, c'était donc une mutilation, elle n'a pas pardonné ni au chirurgien ni à ses enfants. Elle était suffisamment consciente pour prendre une décision. Il ne faut pas venir prendre des décisions à la place du patient. Il faut montrer de l'empathie et prendre en compte les sentiments du patient. Il faut qu'il sente que vous êtes médecin et que vous vous occupez de lui. Vous n'êtes pas un technicien qualifié. Et que la communication, je reviens dessus, est claire, et l'honnêteté et transparence. À mon sens, l'état de santé, on doit expliquer au patient ce qu'il a. Ce n'est que mon opinion. Mais je pense que notre code est assez anachronique. L'article 36, un pronostic grave ou fatal peut être dissimulé au malade, je pense que c'est dépassé. Et très souvent, dans ma pratique quotidienne, j'informe tout le monde, tous les patients. Quand je reçois dans la consultation d'anesthésie de chez un chirurgien un patient qui ne sait pas pourquoi il est là, je l'informe. Maintenant, je prends le temps de discuter avec les enfants pour dire
je ne peux pas m'occuper de votre père ou de votre mère si je ne l'informe pas de ce qu'elle a. Comme j'ai les moyens, je suis formé pour, je sais comment expliquer, mais je suis obligé d'informer. J'explique les options de traitement et les risques associés. Et le respect de la confidentialité. Notre métier est basé sur la confidentialité. Pourquoi? Parce que si les patients ne nous font plus confiance, très facilement on peut se délier de ce secret professionnel et ne vous diront plus rien. Quand il arrive, le patient la première question qu'il donne à l'aide ou à la haja, نقول لهم راني نحب نحكي معاه واحد سامحوني c'est lui le patient كان هو يقول لي لا لا خليه يقعد اوكي mais moi je dois l'aider يبدا حاشم ومن بعد ساعات il y a des maladies اللي فما ناس ما تحبش ولادها تسمع بها المرضى il faut les recevoir seuls il faut savoir dire راهو je dois examiner votre père ou votre mère voilà. Donc c'est très important le respect de la confidentialité. C'est là où le patient va s'ouvrir à vous. هذا يجي يقول لي انا راني نشرب ما نحبش نقولها قدام بوه معناتها c'est banal mais je suis obligé de l'écouter. Je ne peux pas l'endormir alors qu'il peut être alcoolique. Voilà, je n'ai pas cette notion. La il était avec quelqu'un, voilà, devant sa femme, et il ne voulait pas parler de ça. Il faut l'impliquer dans la prise de décision, je me répète, et enfin, il faut montrer sa compétence professionnelle. Ils sont informés, ils lisent. Donc, il peut venir vous parler de thérapeutique que vous ne connaissez pas. Donc, quand vous prenez en charge quelqu'un, soyez sûr que vous êtes capable de prendre en charge cette pathologie. Alors, ça c'était la première partie. Après, la réflexion, quand je me suis retrouvé accusé puis condamné, je me suis posé des questions. Mais pourquoi les gens portent plainte? Et j'ai posé des questions et je suis intéressé au sujet, où chaque fois qu'il y avait un collègue qui était accusé, j'allais le voir, je discutais avec lui du dossier, et ça m'a permis à quelqu'un d'avoir une certaine idée. J'ai trouvé que les patients d'aujourd'hui sont plus exigeants, ils ont plus de connaissances, ils sont aussi moins fatalistes. معناتها توا احنا التوانسه كي نتكلموا ديما كل شيء كل كلمه ان شاء الله قدرة ربي ان شاء الله قدرة ربي. Mais en fait, les gens sont moins fatalistes. معناتها il y a 30 ans quand j'exerçais نهار خرجت العائله مش قلت لهم راهو مش راهو امكم توفات وهاو الشجره قال لي دكتور ما تدخلش في حكم ربي. اليوم on opère des gens qui ont 94 ans de rétrécissement aortique où ils arrivent avec des fractures du col du fémur et ils décèdent et les gens ne sont pas contents. Parce que, donc, il y a moins de fatalité. Notre façon de parler n'a pas changé, mais le mental a changé. Le soignant est désacralisé. C'est un paradoxe du progrès médical. Avant, un médecin, je me souviens de ma grand-mère, elle a fait ce que j'ai compris bien plus tard quand j'ai fait mes études de médecine, elle avait fait un OAP, un œdème aigu du poumon, donc j'ai un tabib, il avait fait une saignée dans le temps, je ne suis pas très jeune, وكي جا خارج دار البابا قال كان شدت روحها الغدوه الصباح سكر مش تشد روحها قالوا بارك الله فيك دكتور وصلوا حتى للبير. اليوم quand vous avez un patient qui a un infarctus du myocarde, vous le mettez en salle de cathétérisme, vous êtes obligé d'agir très vite. Vous montez une sonde, que ce soit par voie radiale ou par voie fémorale, طالع بكسون يمشي للقلب يدخل في الكورونير يترشق. C'est le terme pour mettre un stent. يترشق. Le risque de la dissection, le risque d'avoir du sang, une hémorragie, tout cela c'est dû à la complexité et au fait que notre métier est devenu beaucoup plus technique. Et tous ces incidents sont source de problèmes.
Je reviens sur la communication. Je vois des collègues chirurgiens entre deux interventions, filles couloir, en train de discuter avec une famille debout, où ils continuent à avancer. Il est impossible de passer une communication de la sorte. Il faut prendre le temps de faire asseoir les gens, de s'asseoir avec eux, de discuter et de les laisser parler et de les laisser poser des questions. Les 5 ou 10 minutes que vous avez gagnées en parlant debout vous coûteront très cher. Et peu d'explications au moment du dommage. Quand vous avez un décès, c'est à vous de l'annoncer. Quand vous avez un problème, c'est à vous de l'annoncer. Je sais que, et je vais en parler tout à l'heure, le médecin, on nous a formés pour guérir. Et on n'accepte pas, la mort pour nous est un échec. Donc, on s'échappe de notre... On vit ça comme un échec. Mais la famille, à ce moment-là, a besoin de réponses. Et si vous n'êtes pas là pour lui donner les réponses, pour elle, vous êtes fautif. Présentez-vous. C'est à vous de les appeler et de leur dire. Une autre technique, si vous travaillez en établissement de santé, c'est l'avis d'aggravation. Quand vous avez un problème et que votre malade s'aggrave, appelez la famille, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. À 2h du matin, 3h, 4h, vous dites, là, ça s'est aggravé. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre que vous êtes en train de vous occuper de leurs patients. Il ne faut pas qu'ils arrivent à 8h du matin et qu'on leur annonce le décès ou la le bureau d'admission. Il faut qu'ils soient au courant pour éviter les problèmes. La troisième cause des plaintes, à mon sens, c'est de la réflexion personnelle. Financement de la santé. L'OMS, le financement de la santé doit être aux alentours de 10% part des ménages, 90% les assurances. En Tunisie, c'est 40% de part des ménages. C'est énorme. Et vous savez que dans certains lieux, ça peut aller jusqu'à 80-90%. Avec ces trois facteurs, tout dommage devient une erreur médicale. Donc les gens portent plainte, mais pourquoi ils vont au pénal? Pourquoi ils ne vont pas au civil? Après tout, c'est beaucoup plus simple. Ils vont gagner de l'argent, ils vont au civil. Alors, imaginons qu'ils aillent en civil. Le but, c'est d'obtenir une indemnisation pour un dommage à la suite d'un acte de soin. Pour qu'il obtienne ce dommage, il faut qu'il y ait faute, et il faut que cette faute ait entraîné le dommage. Vous savez quoi? Les inconvénients du civil, c'est une longue procédure. Expertise, contre-expertise, elle est onéreuse. Les preuves sont à la charge du plaignant. C'est le plaignant qui doit apporter la preuve que vous êtes dans votre tort. Et l'expertise est du côté médical. Toutes les expertises, ce sont des médecins qui le font. Ça fait un procès déséquilibré. C'est pour ça que les gens vont au pénal. Le pénal, les avantages du terme, c'est une procédure facile et gratuite. Il suffit d'aller se présenter au poste de police. Le procureur de la République est informé. Il voit les premiers éléments d'enquête et il juge qu'il peut lancer une procédure. Il va se charger de tout, de prouver la faute, et il y aura une indemnisation si la relation avec la faute et le dommage est prouvée. Il y a autre chose qui fait que les gens vont vers le pénal, c'est ma propre réflexion, c'est qu'on est dans un pays où il y a encore la culture punitive, la punition rédemptrice. C'est que alors, aller en pénal, il y a certains dangers. Je passe sur la non-assistance à personne en danger, la loi de 1966, oui, pour les, comme la République la non-assistance à personne en danger. Et il n'y a pas de circonstances atténuantes pour certains corps de métier, tels que les médecins, où si on reconnaît que vous n'avez pas, il y a eu non-assistance à personne en danger, vous prenez 5 ans plein. Mais c'est surtout l'application du délit de blessure et homicide involontaire, c'est l'article 217 et 225 du Code pénal.
Alors, le juge va déclarer la sentence selon son intime conviction. Il peut s'appuyer sur l'expertise faite par un ou plusieurs médecins, qui ne sont pas forcément experts. Il y a une liste de médecins, vous en avez parlé tout à l'heure, et il peut, dans une pathologie particulière, vous retrouver avec un dermatologue dans une pathologie de chirurgie cardiaque, parce qu'il est médecin, donc il est sur la liste de médecins experts. Et il peut conclure à la faute contre l'avis des experts. C'est son intime conviction qui compte. Il y a aussi l'autorité du pénal sur le civil. Quand vous allez devant le pénal, il y a la police qui enquête, un juge d'instruction. Si à la fin vous êtes acquitté, vous pouvez aller, si vous voulez, au civil, vous ne gagnerez pas. Vous n'allez pas pouvoir ramener une preuve plus lourde que celle de la police ou du juge d'instruction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette autorité du pénal sur le civil fait que des sentences de culpabilité pour pouvoir indemniser la victime, même si le lien n'est pas certain, et si l'accident médical est non fautif. De temps en temps, et il y a eu certains procès, oui, le dommage est très important. Mais le lien entre faute et dommage, il n'est pas évident à 100%. Mais le juge se trouve devant un dilemme. Après tout, c'est un être humain. Il a quelqu'un qui a un dommage énorme et il ne peut pas l'indemniser. Il est obligé de vous condamner pour que cette personne puisse être indemnisée. C'est pour ça que le pénal est une véritable menace pour l'activité médicale. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Dès le sinistre, ce que j'appelle sinistre, dès que vous avez un incident, que ce soit le décès ou l'amputation, ou en tout cas, ce soit l'article 217 ou le 227 du Code pénal. Si c'est un décès, n'hésitez pas à demander une autopsie. Faites-le. Montrez, vous dites à la famille, il y a eu le décès, et je veux faire une autopsie pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé. Prévenir son assureur, c'est très important. Vous avez 3 jours pour prévenir votre assureur à toute présomption de litige. Dès le sinistre, si vous dépassez ces 3 jours et que vous attendez que ça aille devant le tribunal et que vous appelez votre assureur, il ne vous prendra pas en charge. Donc, vous envoyez une lettre, vous dites « Je me suis occupé de telle ou telle personne, à toute présomption de litige, je vous adresse ce papier. » Par le bureau d'ordre, par les recommandés. Donc, à toute présomption de litige. Il n'y a pas de litige, mais à toute présomption de litige. Vérifiez votre dossier. C'est parce que la plainte va arriver dans un an et demi, dans 2 ans. À ce moment-là, vous aurez oublié le dossier. Donc, dès que c'est suspicieux, vérifiez le dossier. Vérifiez que tous les éléments sont clairs. Vous attendez pas ce monde de temps. D'accord. Je vais essayer d'aller vite. Je prenais le temps. Je sais que je connais mes collègues. Je suis passé, docteur, je suis passé par ça. J'ai vécu des heures difficiles. Je sais ce que mes collègues peuvent vivre et je pense que dans cette salle, il y a certains aussi qui ont vécu la même chose mais qui ne peuvent pas en parler. Donc, vous êtes appelé par la police, c'est assez courtois, assez respectueux, le docteur est la même histoire, mais répondez aux questions avec un langage simple et relire le PV avant de le signer. Après, vous allez recevoir une convocation. Elle peut arriver au bout d'un an et demi, 2 ans, et vous aurez oublié l'affaire. La convocation, je le mets فيها. متهم بالقطع عن غير قصد الواقع عن قصور عدم احتياط اهمال عدم تنبه وعدم مراعاة القوانين. Quand vous n'êtes pas habitué, que vous recevez ça, تقول شنو اللي عملت انا اللي عملت عن غير قصد الواقع عن قصور عدم احتياط اهمال عدم تنبه وعدم مراعاة القوانين. معناتها تلمتك الكل تقول يا راسي شو عملت. وهي الحكايه شنو الخطر اللي يبعث الكونفوكاسيون يعاود ياخذ l'article 217 du code pénal ويكتبوا. معناتها ماهوش on vous rappelle, en fait ce n'est pas voilà, ce n'est pas, c'est assez générique. Il faut préparer son passage, ne pas avoir honte. Quand vous avez ce problème, quand vous avez la plainte, parlez-en autour de vous. Prévenir le conseil de l'ordre.
prévenir de nouveau votre assureur. Vous l'avez prévenu, toute présomption de litige, là vous lui dites ça y est, la plainte est là. Vous prenez un avocat, bien sûr, vous essayez d'obtenir le dossier d'instruction, avant d'aller voir le juge d'instruction. Classez vos documents, pour que, et des schémas dans votre compte-rendu, préparez-vous psychologiquement. Parce que vous allez avoir ce sentiment de culpabilité. Vous avez été formé pour guérir, et là, vous avez perdu quelqu'un. Donc vous avez déjà un sentiment d'échec. Il parle devant un juge, voilà, devant la police. Vous êtes en échec, situation d'échec, donc vous n'êtes pas bien. Mais eux, ils peuvent le percevoir comme si vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est un travail à faire sur soi. Et vous allez être déstabilisé. Alors, devant le juge d'instruction, tout se joue dans le bureau du juge d'instruction. C'est là-bas que ça va se jouer. Utilisez tout le temps le terme de Monsieur le Président, même si c'est une femme. Je ne sais pas, comme en Tunisie, il faut dire Monsieur le Président. Demandez à vous présenter. N'oubliez pas que le juge... J'ai des collègues qui c'est pas vrai. Mais n'oubliez pas qu'il y a une déformation professionnelle. Je vais passer... Alors, la réflexion, c'est qu'il faut se préparer pour le pénal, c'est bien. Mais il faut changer les lois et les comportements, c'est mieux. Il faut qu'on ait un code de la santé. À la il n'y a pas de code de la santé. Qui fait quoi? Quel est le rôle du médecin anesthésiste? Quel est le rôle du chirurgien? Qui est responsable dans la salle? Les corps de métier. Où ça se passe? Tout à l'heure, on parlait du secret professionnel. Par exemple, est-ce qu'il y a une personne de confiance qui est à qui voulez-vous, en cas de problème, qu'on parle de votre dossier? On ne sait pas, il n'y a pas de code de la santé, il faudrait qu'il y ait une spécialité dans les facs de droit, du droit médical. C'est assez complexe. Il faut une nouvelle loi qui tienne compte des droits des patients. Il faut qu'elle prévoie des activités médicales, parce que n'oubliez pas que c'est votre dommage. Là, on est devant un dommage, mais j'ai opéré. Est-ce que je suis dans mon corps? Je n'ai fait qu'opérer. Un exemple, quelqu'un qui est opéré du cœur, il fait une infection et il décède de cette infection. Qui est responsable? La clinique pour la stérilisation qui peut-être était défaillante, la salle d'opération, les filtres qui ne marchaient pas, le chirurgien, l'instrumentiste qui ce jour-là avait un panaris, on n'en a pas parlé. Maintenant, c'est assez complexe. On a un dommage, mais la faute, alors que dans une rixe, il y a une faute, dommage. Si on veut changer les lois, il faut préparer l'opinion publique. La mentalité, il faut qu'on ait des... Je le dis, les conseils de l'ordre doivent travailler sur la communication, au niveau de la radio, de la télé. Il faut qu'il y ait des gens qui communiquent, qui expliquent la complexité de notre métier. Et il faut aussi revoir la part des ménages dans le financement de la santé. Je vous remercie.